porter sur Valérian et Laureline, un petit peu parce que c'est un sujet d'actualité. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, sur nos écrans est sorti un film à gros budget sur le thème. Et en fait, beaucoup de gens ignoraient au départ qu'il y avait une bande dessinée à l'origine du film de Luc Besson. Hein. Donc on a choisi de faire une conférence pour rappeler un petit peu les origines de la chose. Alors pour commencer, il faut rappeler que Valérian est né dans les pages d'un magazine qui s'appelle Pilote. Donc Pilote, c'est un journal qui a été lancé par un monsieur qui s'appelle René Goscinny, et dans les pages duquel a débuté la série Astérix. Et à l'époque, donc, Goscinny laissait leur chance à de jeunes auteurs. Ils étaient jeunes à l'époque, hein, je précise bien. Donc, ces auteurs, ce sont le scénariste Pierre Christin, à gauche, à droite Jean-Claude Mézières, et comme c'est un petit peu une affaire familiale, c'est la sœur de Mézières, Eline Tranlé, qui s'occupait de la mise en couleur de la bande dessinée. Et ces jeunes gens, à l'époque, proposent à Goscinny de réaliser une bande dessinée de science-fiction. La science-fiction, dans les années 60, c'était un genre qui était relativement peu abordé en bande dessinée. Il y avait quelques bandes dessinées du genre, comme par exemple Les Pionniers de l'Espérance, dans Vaillant, ou Barbarella, mais qui s'adressait plutôt à un public adulte et à un public de niche. Et comme Pilote était un journal populaire, que Goscinny était quelqu'un qui avait l'esprit très ouvert, hein, qui ne se laissait pas guider par ses propres goûts, mais cherchait à trouver quel était le goût des lecteurs, eh bien, il leur a laissé carte blanche. Il leur a demandé de produire une bande dessinée qui serait un galop d'essai. Alors, ici, vous avez la première planche de Valérian, telle qu'elle a été publiée dans Pilote. Pilote, c'était un journal qui était un petit peu au format tabloïd. Hein. Quand on dit journal, c'est dans tous les sens du terme, hein. C'est-à-dire un grand format. Il y avait assez peu de pages, et les pages étaient en très grand format et en couleur. Donc le petit Luc B, qui est devenu cinéaste, expliquait qu'en fait, toutes les semaines, il attendait de recevoir Pilote pour lire ces deux planches de Valérian. Et donc la première histoire, c'est plutôt une histoire qui s'adresse à un public familial. Hein. On rappelle qu'on est en 1968, hein, qu'il y a une loi sur les publications destinées à la jeunesse qui est en vigueur, et qu'on doit proscrire toute vision agressive, oppressante ou inquiétante à l'usage du jeune public. Donc Valérian, dans les premières pages, c'est un agent du service spatio-temporel, c'est-à-dire que sa juridiction s'étend à la fois dans le temps et dans l'espace, et il est chargé donc par la Terre du futur, Galaxity, de surveiller à ce que rien dans le courant des événements ne puisse altérer le futur de la Terre. Et dans le premier épisode, il est chargé de traquer dans le passé un dissident de Galaxity, un mégalomane qui s'appelle Xomboul. Hein. Bon, il a un nom un petit peu pittoresque. Il faut croire que Zorglub était déjà sous contrat chez Spirou, donc ils ont créé le leur. Donc un mégalomane qui s'appelle Xomboul et qui est parti dans le passé en vue de s'emparer des formules de sorcellerie d'un alchimiste qui s'appelle Albéric le Vieil. Et donc on est dans un Moyen-Âge, voilà, l'affreux Xomboul qui apparaît ici. On est véritablement dans un Moyen-Âge de fantaisie. C'est-à-dire que le héros voyage à travers le temps dans un Moyen-Âge qui est peuplé de géants, de dragons, de sorciers. Et c'est là qu'il va rencontrer Laureline, qui va d'ailleurs tirer d'un mauvais pas. Et Valérian, donc, parvenant à déjouer les pièges de Xomboul, va ramener Laureline dans la Terre du futur. Ce qui, techniquement,
est une altération du continuum espace-temps. Hein. Mais ça fait rien, hein, puisque Xonbul lui-même est revenu dans le futur avec des formules de magie, et qu'en fait, lorsque Valérian revient dans Galaxity, c'est pour mettre un terme à ses exactions. Donc Laureline va rester dans la Terre du futur, et elle va très bien s'adapter à cette Terre. Alors à l'époque, il faut savoir que, compte tenu de la loi que j'évoquais un petit peu plus tôt, représenter des héroïnes qui soient d'accords de jeunes femmes, c'était proscrit, c'était assez rare. Mais on était en 68 et déjà on commençait à aménager un petit peu ce principe. Hein. On se rappelle que Natacha, le test de l'air de Valtteri est apparu à peu près à ce moment-là. Donc effectivement, Laureline, c'est un des premiers personnages, on peut dire, émancipés de la bande dessinée pour la jeunesse. Hein. Alors d'aucuns expliquaient aussi que c'était une héroïne dont on apercevait la petite culotte dans le premier épisode. Bon, je n'ai pas regardé à nouveau pour voir si on apercevait ce détail. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende? On s'en moque. Hein. Mais ça traduit quand même de la part du public peut-être une certaine frustration. Hein. On ne montrait pas ce genre de détails à l'époque. Donc voilà Laureline telle qu'elle apparaît, hein, telle qu'elle est en elle-même. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette planche, c'est que c'est elle qui va tirer Valérian d'un mauvais pas. Il s'est arrêté dans une forêt magique. Il y en avait au Moyen-Âge apparemment. Il s'est endormi et il s'est retrouvé emprisonné dans une feuille morte qui, en se refermant, est aussi solide que l'acier. Et donc, c'est Laureline, la petite dégourdie, qui va aider le héros. Alors, si on s'arrête un petit peu déjà à la physionomie du héros, vous voyez que c'est un jeune adulte, hein, c'est pas un adolescent, hein, c'est pas non plus un canon de beauté, hein, c'est pas le Hercule blond façon Flash Gordon, qui pouvait être la référence en matière de space opéra. C'est un homme qui est ordinaire, hein, qui n'est pas particulièrement beau ni particulièrement athlétique, quand bien même il sera entraîné pour ses missions. Alors la première histoire est plutôt bien accueillie par le public, elle compte une trentaine de pages, et Goscinny se dit que bon, bah, c'est convaincant, donc on va tenter d'installer la série Valérian en pilote. Et la première histoire, on va dire, sérieuse de Valérian, c'est celle-ci, c'est la Cité des eaux mouvantes. Alors, il faut voir que pendant des années, on n'a eu qu'une partie de l'histoire, parce que en fait, on avait les auteurs avaient développé cette histoire en deux volets, la Cité des eaux mouvantes d'une part, et Terre en flammes d'autre part. Il y avait beaucoup plus de pages que pour un album traditionnel, donc on a fait des coupes claires à l'intérieur de l'histoire, et la version qu'on a eue pendant des années, c'était une version expurgée qui était une synthèse de ces deux récits. Donc la Cité des eaux mouvantes, c'est une version lacunaire. Et pour la première fois, en fait, on a eu l'histoire en intégrale en album en 1986, ce qui est assez ironique parce que 1986, c'est le moment où les auteurs, dans ce récit, mettent fin à notre civilisation. Alors il faut expliquer, on est dans une atmosphère complètement différente de l'histoire précédente, c'est un récit post-apocalyptique. Et dans cette histoire, en 1986, l'explosion nucléaire donc de charge atomique a provoqué la fonte des glaces et la submersion de la plupart des grandes cités terriennes. La Terre est en proie au chaos, et de ce chaos va ressurgir plus tard Galaxity. Donc c'est cette destruction initiale qui est à l'origine de la Terre du futur. Il va de soi que lorsque les auteurs imaginent ce récit, c'est en 68, ils n'imaginent pas que leur récit et que leur série va durer aussi longtemps, et 86, donc c'est très loin. Comme la série va s'installer dans la durée, à un moment donné, il va falloir qu'ils gèrent ce problème.
Donc en 86, il y a une explosion nucléaire qui provoque la fonte des pôles, et comme c'est une Terre en proie au chaos, Xonboul, encore lui, qui a échappé à ses geôliers, décide cette fois-ci de partir à cette époque qu'on appelle les âges noirs pour tenter d'instaurer à ce moment-là une dictature, c'est-à-dire que c'est lui qui va modeler la Terre du futur. Le fait qu'il vienne lui-même du futur et qu'il prétende transformer l'époque d'où il est issu, déjà ça peut poser un petit problème, parce que à jouer avec le continuum spatio-temporel, il peut très bien s'effacer lui-même. Mais bon, ça c'est le principe du récit, hein. Ce qui compte, c'est de raconter une bonne histoire. Alors c'est vrai que les invraisemblances, à l'époque on n'est pas tellement regardant. Alors à signaler, donc je ne sais pas si je l'ai fait apparaître, non, je ne l'ai fait pas apparaître tout de suite. Dans cette histoire, on voit apparaître quelques clins d'œil qui touchent le lecteur de l'époque. Il y a un gangster amateur de jazz qui s'appelle Sun Ra et qui est en fait la copie conforme d'un musicien de jazz de l'époque qui s'appelle Sun Ra. Et on voit apparaître dans le rôle du savant Schroeder un sosie de Jerry Lewis, hein, donc qui nous a quittés récemment. Donc c'est un petit clin d'œil que faisaient les auteurs à leurs lecteurs contemporains. Alors ici, si vous voulez, j'ai fait un petit schéma pour qu'on se représente bien la situation. Vous voyez, Les Mauvais Rêves paraît en 1967. C'est la première histoire de Valérian. Puis on a les deux récits qui paraissent, alors quand je dis paraît en 1967, c'est dans les pages du magazine Pilote. C'est les premières parutions. Ensuite, il part d'album parce que la presse bande dessinée va connaître une hécatombe dans les années 80-90. Donc, ensuite paraît La Cité des eaux mouvantes et Terre en flammes. Et donc, vous voyez un petit peu la quantité d'albums qui paraissent entre 1967 et 1984. C'est pendant cette période-là que les auteurs vont être les plus créatifs et les plus productifs, on va dire. À partir de 1984, eh bien, il se crée une divergence. C'est-à-dire que en 1986 a lieu la catastrophe qui crée Galaxity, mais cette catastrophe, alors je vous spoil un peu, elle ne va pas avoir lieu, elle va être annulée. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien, on a deux trames parallèles. C'est-à-dire une trame sur laquelle vont continuer les épisodes de Valérian, hein, avec une Galaxity qui a disparu, et puis on va redécouvrir Galaxity qui existe dans un univers alternatif. Un petit peu le principe qui est énoncé dans Retour vers le futur, auquel les lecteurs des années 80 sont un petit peu plus habitués. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on modifie le passé, en fait, on crée un univers parallèle, on crée un autre continuum. Mais l'autre existe encore. Et donc, en fait, on peut scinder l'histoire de Valérian en trois cycles. Un premier cycle où Galaxity, l'Empire terrien, existe et est une puissance cosmique. Un cycle où il a disparu. Et alors Valérian et Laureline ne seront pas effacés avec Galaxity, ils continueront leurs aventures et ils découvriront que Galaxity existe dans un univers parallèle à partir d'un album qui paraît en 2000 qui s'appelle Par des temps incertains. Et à partir de là, ils vont partir à la recherche de Galaxity. Et au terme de ce nouveau cycle, Galaxity réapparaît. Voilà. J'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Hein, parce que cette réapparition a quand même quelques effets secondaires sur les personnages. Alors, l'avantage de Valérian, hein, c'est ce qu'expliquait Jean-Claude Mézières, c'est que ça lui permettait, en fait, d'aborder des thèmes très différents d'un album à l'autre, et de dessiner des choses qui n'existaient pas.
Ça l'ennuyait de reproduire la réalité. Et donc, dans la toute première histoire, on se rappelle, c'était un univers de fantaisie. Parce que Mézières ne se sentait pas très à l'aise pour décrire des univers futuristes. Et il a dit à Christin, ce serait bien si on les envoyait dans un monde avec Johann et Pierre-Louis. Dans le deuxième, on a un univers post-apocalyptique. Rupture de ton avec la précédente aventure. Et là, on a une nouvelle rupture de ton. Cette fois-ci, c'est un space opéra classique. L'Empire des Mille Planètes, d'ailleurs, qui semble avoir inspiré un cinéaste hollywoodien. En fait, Christin raconte que lorsqu'il était sorti de la projection de la Guerre des Étoiles, s'était exclamé bah, c'est Valérian au cinéma. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances. Alors, ça ne veut pas forcément dire que George Lucas a tout photocopié sur les auteurs de Valérian, hein, c'est pas vrai. Il a photocopié aussi sur Jack Kirby. J'exagère un peu. Mais en fait, c'est vrai que ce sont des idées qui sont dans l'air du temps. Et bien sûr, à l'époque, quand on imagine un univers de space opéra, on a tendance à regarder ce qu'ont fait les auteurs de space opéra, tant les romanciers que les auteurs de bande dessinée. Alors c'est vrai qu'il y a des points communs, c'est-à-dire, par exemple, Yann Solo a un vaisseau rond, tout comme le vaisseau de Valérian dans l'Empire des Mille Planètes. Dans l'Empire des Mille Planètes, Valérian se trouve emprisonné dans un bloc de cristal, tout comme Yann Solo va se retrouver emprisonné dans un bloc de carbonite. Dans l'Empire des Mille Planètes, règne une caste de prêtres chevaliers qui ressemblent assez à des teutoniques du futur, les connaisseurs. Finalement, Dark Vador ressemble beaucoup à ces gens, d'autant plus que lorsqu'ils enlèvent leur casque, il y a aussi des ressemblances flagrantes. J'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir l'album. Mais c'est vrai que même si George Lucas n'a pas tout copié hein, sur Valérian, est-ce qu'il connaissait seulement la BD Valérian? Un petit détail, plus un petit détail, plus un petit détail, au bout d'un moment, Jean-Claude Mézières se disait ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Voilà. Alors, on va faire crédit quand même à George Lucas de cela au moins. Parce que l'optique de Star Wars, finalement, c'est de présenter des extraterrestres comme une faune exotique. Et dans la bande dessinée Valérian, on n'a pas une représentation des extraterrestres comme étant, comme dans les films de science-fiction de ce type, par exemple, des espèces qui sont formellement agressives. En fait, dans Valérian, l'extraterrestre est différent, mais pas forcément malsain. En fait, il nous ressemble beaucoup. Et il peut être dangereux dans la mesure où, s'il nous ressemble beaucoup, il a les mêmes travers. Donc, avec les bons côtés de la personnalité des êtres humains, c'est-à-dire ils peuvent être cupides, ils peuvent être tricheurs, ils peuvent être menteurs, etc., etc. Alors, il n'y a pas cette représentation de l'autre comme étant forcément mauvais. Il est différent. Alors, par la suite, les auteurs vont continuer à imaginer des histoires. Celle-là est très drôle, puisque, en fait, sous le couvert de raconter une histoire de science-fiction, on aborde des thèmes qu'on pourrait qualifier de politiques. Ici, par exemple, c'est l'expropriation des Amérindiens, mais aussi de toutes les tribus primitives par des colonisateurs ou des impériaux. Les habitants d'Alfolol sont partis se promener dans l'espace pendant quelques millénaires, et quand ils reviennent, les terriens ont rebaptisé la planète Technorog et y ont implanté des complexes sidérurgiques, des usines hydroponiques et toutes sortes d'installations. Et lorsque les Alfololiens reviennent, le problème c'est qu'ils sont les propriétaires légitimes de la planète. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On va les parquer dans des réserves. Petit clin d'œil aussi, ces habitants d'Alfolol sont des surhommes. Ils ont tous des pouvoirs extraordinaires. Mais comme ils sont très bonhommes, hein, vous voyez le père de famille qui ressemble un petit peu à Vassiliou, comme ils sont bonhommes, c'est des gens qui n'ont pas une once de méchanceté. Ce sont les terriens qui sont étroits d'esprit. Ils ont vraiment l'esprit étriqué. Et en fait, ils ne sont obsédés que par une chose, la productivité, la rentabilité. Voilà.
Alors c'est une histoire qui est très drôle, hein, qui flirte beaucoup avec la comédie et qui est à nouveau en rupture avec le space opéra précédent. Dans le pays sans étoiles, on va introduire une idée qui va être un petit peu la marque de fabrique de Valérian, c'est l'idée des armes vivantes. Cette fois-ci, Valérian et Laureline découvrent deux civilisations qui s'affrontent, mais dans un monde creux. Et en se faisant la guerre, ils ne réalisent pas qu'ils déstabilisent leur monde et risquent de provoquer des catastrophes cosmiques, non seulement pour eux, mais pour les planètes des alentours. Et dans le pays sans étoiles, donc, on a un affrontement entre deux civilisations, l'une dominée par les hommes, l'autre dominée par les femmes, mais on a inversé les caractéristiques. Les hommes sont outrancièrement maniérés et les femmes sont plutôt, on va dire, assez rustiques. Et en fait, de cette façon, les auteurs ont tendance à mettre dos à dos les machistes et les féministes en inversant leurs caractéristiques et en montrant que de toute manière, tous les deux sont dans l'excès et ils ne peuvent pas s'entendre. Il n'y a aucune chance qu'ils s'entendent s'ils persistent à rester sur leur position. Alors la guerre se résoudra, d'une certaine manière, par une union. Hein. On verra à la fin la matrone qui dirige le monde des femmes, toute heureuse d'épouser l'espèce d'avorton qui dirige le monde des hommes, et on les imagine vivant heureux et ayant beaucoup d'enfants, ou pas. Mais surtout, dans cette histoire, eh bien, les antagonistes utilisent des armes vivantes. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser des armes issues de la technologie, ils utilisent des espèces vivantes. Vous voyez, par exemple, vous avez une espèce de maison qui est construite sur le dos d'un animal. Et cette idée va être réutilisée, c'est-à-dire que chaque arme sera en fait issue d'un animal. Certains animaux projetteront des dards, d'autres seront venimeux, d'autres auront une langue particulièrement coupante et seront utilisés comme des épées. Et en fait, on va retrouver cette idée plus tard dans la série Valérian, c'est-à-dire que plutôt qu'utiliser des éléments technologiques, on va utiliser des éléments biologiques extraterrestres. Ce qui permettra de singulariser la série par rapport à d'autres séries de science-fiction où on a plutôt une éloge de la technologie. Crispin et Mézières ne sont pas du tout dans la béatification de la technologie. Hein. Il y a même quelques petites histoires ironiques où ils se moquent justement de cet esprit très positiviste qu'on a autour de la science. Vient ensuite Les Oiseaux du Maître. Alors là aussi, une nouvelle rupture du ton parce que cette fois, c'est une histoire qui est particulièrement oppressante. Alors, coïncidence, ça arrive dans les années 70, au moment où en Amérique latine, il y a la fameuse opération Condor. C'est-à-dire que la CIA met en place de véritables dictatures autoritaires, soi-disant pour contrer la guérilla communiste. Donc, pour empêcher les dictatures de s'installer, on installe d'autres dictatures. Un peu curieux. Et dans Les Oiseaux du Maître, vraiment, on a un système totalitaire. Alors qu'on en juge, Valérian et Laureline se retrouvent naufragés sur une planète qui est une espèce de Sargasse de l'espace. Ils trouvent d'autres vaisseaux qui, comme le leur, se sont écrasés sur cette planète. Et en fait, les passagers sont ensuite asservis et deviennent les esclaves d'un mystérieux maître qui ne voit jamais, mais qui les contrôle par le biais de ces oiseaux, qu'on appelle les oiseaux folies. Alors, je ne sais pas si je vous ai mis... Non, malheureusement, je n'ai pas de représentation des animaux. Donc, les oiseaux folies sont des espèces de créatures qui sont qui tiennent à la fois de l'aigle et du reptile. Et leur morsure rend fou tous ceux qu'ils agressent. Et ces oiseaux sont constamment dans le ciel, en train de surveiller les esclaves du maître qui vivent dans des conditions dignes du Moyen-Âge. Ils doivent en fait produire de la nourriture et est acheminée vers le maître, tandis qu'eux crèvent de faim. Hein. Et à tout moment, ces oiseaux peuvent frapper. C'est véritablement une dictature totalitaire avec des armes biologiques, hein, qui sont les oiseaux du maître, et dont le vol, hein, la formation rappelle parfois la svastika. Là, elle n'a que 3 branches, mais par moment, dans certaines vignettes, le vol des oiseaux évoque une svastika avec 4 branches. C'est vraiment un régime totalitaire absolu. Et le maître, quand on le découvre, est véritablement la représentation qu'on pourrait se faire
de la folie totalitaire. Là aussi, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Alors arrive ensuite l'Ambassadeur des Ombres. Et l'Ambassadeur des Ombres, c'est l'album qui a inspiré le film. D'ailleurs, on retrouve par moments des pages entières de l'album qui ont été reproduites, des séquences entières d'albums qui ont été reproduites et intégrées dans le film. Malheureusement, le scénario a été modifié. Le scénario, à mon avis, fonctionne bien mieux dans l'album, mais il y a un gros problème pour un film qui s'appelle Valérian, c'est que dans cette histoire, Valérian reste sur la touche. L'action se déroule dans une ONU de l'espace qui s'appelle Point Central. Alors, ceux qui ont vu le film se rappellent de Alpha, qui est représenté comme une station qui, au départ, amalgame de plus en plus de civilisations terrestres, puis viennent des extraterrestres. Il y a une séance d'ouverture qui est magnifique, d'ailleurs, qui à elle seule, à mon avis, vaut le déplacement. Dans l'album, en fait, ce ne sont pas les terriens qui sont à l'origine de Point Central. Et en fait, les terriens ne sont qu'une population parmi d'autres, mais l'histoire se produit à un moment où la Terre doit assumer la présidence de Point Central, un petit peu comme à l'ONU, hein, il y a une présidence par roulement. Et l'ambassadeur qui se présente a la ferme intention de ramener un petit peu d'ordre dans la gabegie qui règne au Point Central. Donc déjà, il y a un certain discours, on va dire, sur l'impérialisme. On arrive et on va montrer aux autres qu'on est les meilleurs. Et dans cette histoire, donc l'ambassadeur est enlevé, Valérian le suit, et il va se retrouver à son tour prisonnier des ravisseurs, et c'est Laureline qui va essayer de retrouver Valérian et l'ambassadeur. Et elle va mettre à jour un complot contre Point Central. Et c'est dans cette bande dessinée qu'on voit apparaître pour la première fois les Chingouzes. Donc les Chingouzes qui apparaissent sous un nom différent d'ailleurs dans le film, et qui vont devenir des personnages récurrents de la série. Alors au départ, ils ne sont pas très sympathiques. Ils ont quand même un aspect assez grossier. Cet aspect va s'affiner dans les histoires. Et un petit peu comme les neveux de Donald, chacun va avoir sa personnalité. Donc notamment, il y en a un. Enfin bon, les Chingouzes sont des personnages dont le métier est de vendre des informations. Ils ne font que cela. Et il y en a un qui en passe pour Laureline. Et à chaque fois, eh ben, il lâche l'information à Laureline sans rien lui faire payer au grand désespoir des autres. Parce qu'en fait, ils perdent de l'argent. Et pour un Chingouze, c'est insupportable. Voilà. Donc ces personnages, on va les voir réapparaître, de même que... Ah, zut, il apparaît. La diapo est manifestement sautée. De même qu'un animal qu'on voit dans le film, qui est le transmuteur grognon, alors il n'est plus de Buxte, puisqu'il ne vient plus de cette planète-là, qui est un animal qui est capable, en ingérant une monnaie, de la reproduire à des centaines d'exemplaires. Et qui sert un petit peu de tirelire vivante à Laureline. Donc, dans cette histoire, qui est l'ambassadeur des ombres, en fait, Christin et Mézières vont développer complètement l'univers de Valérian en nous présentant toutes sortes de races extraterrestres avec beaucoup d'imagination. On a une idée de cette richesse dans le film. Et à mon avis, c'est un des albums essentiels de la série. C'est vraiment un de ceux qui fait la richesse de l'histoire. Le problème, c'est que dans cette histoire, en fait, Valérian reste sur la touche pratiquement tout le temps. C'est Laureline qui mène l'enquête à travers les différentes cellules de Point Central. Puis arrive Sur les Terres Truquées. Alors Sur les Terres Truquées, c'est un album qui est très déstabilisant parce qu'en fait, tout est truqué dans cette histoire. Au début, on a une aventure qui semble démarrer dans le 19e siècle terrien. Et très vite, on se rend compte que ce 19e siècle terrien, c'est une façade, il a été reconstitué. Valérian lui-même est tué dès les premières pages. Mais là aussi, on se rend compte que c'est pas lui qui intervient. C'est ce qu'on appellera aujourd'hui un clone. Mais c'est un double.
Et donc, en fait, à travers l'espace apparaissent différentes terres, portions plutôt de terre, qui reconstituent la planète Terre à différentes époques. Galaxity ne sait pas pourquoi existent ces planètes. Et elle envoie donc Valérian enquêter sur place. Mais ce n'est pas Valérian lui-même qui se déplace, il est remplacé par un double qui est à chaque fois sacrifié. Donc c'est véritablement une histoire qui est bâtie sur des faux semblants, sur des apparences. On croit qu'on voyage dans le temps, en fait on voyage dans l'espace, et on croit qu'on a un agent spatio-temporel alors qu'en fait on a un double d'agent, si j'ose dire. Et le final, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais le final c'est une reconstitution de la guerre de 14-18 dans laquelle tous les doubles de Valérian se retrouvent sous l'uniforme prussien en train d'affronter des androïdes qui sont sous l'uniforme français. Et par une suite d'erreurs de manipulation, le Valérian original se trouve au milieu des poilus prussiens. Et alors, c'est à peu près à ce moment-là qu'a pu sortir sur nos écrans le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, qui pendant longtemps était interdit parce qu'il présentait une image de l'histoire de France qui ne plaisait pas au pouvoir politique de l'époque. Et donc, dans les années 70, il y avait eu un relâchement de la censure et ce film avait pu sortir. Or, sur les terres truquées, c'est aussi une réflexion sur l'histoire et sur la façon dont on la filme. Et j'insiste bien sur la façon dont on la filme. L'extraterrestre à l'origine de ces terres truquées est un cinéphile. Donc là aussi, je vous laisse le soin de découvrir l'album parce que c'est vraiment de très chouettes histoires. Alors arrive après Les Héros de l'Équinoxe. Les Héros de l'Équinoxe, c'est à la fois une parodie du récit mythologique où le héros doit accomplir une épreuve pour gagner le droit, ici, d'ensemencer la mère nature qui va créer une nouvelle génération sur la planète. Alors, c'est l'île de Philène, ah zut, le nom de la planète ne me revient pas, ça m'a... Je vous le dis tout de suite, je reviens sur mes... Bon, elle s'appelle Simlan. Simlan, voilà. Donc, chaque génération des habitants de Simlan a été générée par un héros qui a traversé différentes épreuves, façon les exploits d'Hercule, et a obtenu le privilège donc de féconder l'équivalent de Gaïa, la déesse mère. Et là, là c'est des super-héros qui se présentent. D'ailleurs, je vous laisse la primeur des dialogues. Ils sont fantastiques ces quatre-là. Ouais, vraiment super ces héros. Donc on voit bien que c'est un clin d'œil au genre du super-héros, mais Christin Mézières n'aime pas trop le genre super-héros, à cause de la charge idéologique. Et chacun des héros représente un système politique. Ici, on a un viril guerrier qui exalte les valeurs martiales, donc c'est le régime fasciste, quoi. Ici, un prolétaire, qui lui est plutôt le modèle socialiste. Ici, alors, on va dire, c'est un écologiste, il a l'air plutôt sympa, pacifique et tout, mais en fait non, il est sectaire le bonhomme. C'est un type qui a l'esprit complètement étroit, et en fait dans l'histoire il est encore plus teigneux que ses deux adversaires. Et enfin il y a Valérian, qui lui représente, on va dire, le modèle libéral terrien. Et bien sûr, comme les auteurs sont assez chafouins, c'est le plus faible qui va finir par l'emporter. Surtout parce qu'il n'a aucune idée véritablement déterminée de l'avenir des habitants. Quand on lui pose la question « Comment vous voyez l'avenir ?», lui, contrairement à ses amis qui présentent des modèles politiques bien précis, comme il est complètement dans les vapes, il dit bah, « enfin, je sais pas, on va peut-être laisser les gens décider eux-mêmes de leur avenir. » Voilà. Donc c'est un récit qui est assez sympathique et puis qui est l'occasion aussi pour les auteurs de faire quelques clins d'œil à leurs confrères en matière de bande dessinée.
Ici, c'est Moebius, hein, puisque vous voyez que le sectaire a réussi à domestiquer une espèce d'oiseau qui lui sert de monture, mais dont il n'arrive plus à se débarrasser. Et là, on voit que le bonhomme, il n'est plus du tout pacifiste et gentil. Hein. Donc, c'est Arzac, hein, la bande dessinée de Moebius, qui est évoquée. Et puis, le guerrier, l'espèce de guerrier fasciste, lui, il rappelle aussi les visions de Druillet. Hein. Quand on voit les vaisseaux dans lesquels se déplacent les personnages, c'est vraiment le space opéra à la Druillet. Ce qui ne veut pas dire que Druillet soit un facho, bien au contraire, hein, mais c'est cette représentation de la science-fiction dont se moquent un petit peu les auteurs. Alors dans les années 80, Valérian commence à se banaliser. Hein. Alors j'ai choisi pour illustrer cette idée d'ailleurs, deux images qui sont extraites d'une adaptation française de Goldorak, où là on retrouve le vaisseau de Valérian à la dérive. Bon, dans l'histoire, c'est pas le vaisseau de Valérian, mais les auteurs l'ont repris. Et en fait, c'est vrai que dans les années 80, avec la banalisation de la science-fiction, on a la guerre des étoiles au cinéma, puis l'Empire contre-attaque, puis Star Trek, on a les dessins animés japonais qui débarquent, donc finalement, la science-fiction commence à s'installer dans le paysage. Il y a beaucoup de bandes dessinées de science-fiction et Valérian peine un petit peu à trouver. Avant, c'était une bande dessinée assez exceptionnelle par sa thématique. Elle a tendance à se banaliser d'une certaine façon puisque les formes commencent à être exploitées par d'autres médias ou par d'autres bandes dessinées. Et en fait, les auteurs, c'était Jean-Claude Mézières, disait que quand ils sont sortis du cinéma après avoir vu l'Empire contre-attaque, ils ont commencé à se dire, bah, si on veut que Valérian perdure, il va falloir trouver une nouvelle direction et peut-être raconter des histoires plus adultes. Et c'est là qu'arrive ce diptyque qui, à mon avis, est le sommet de la série. C'est Métro Châtelet, direction Cassiopée, et Brooklyn Station, terminus Cosmos. Parce que cette histoire, en fait, elle se déroule sur deux plans. À la fois dans la Terre du futur, enfin dans l'espace, mais dans l'espace du futur, où Laureline mène une enquête, tandis que Valérian, lui, est sur la Terre du présent. Alors c'est la Terre, c'est la France de Giscard. Hein. Et en fait, l'argument, c'est que il se produit des phénomènes paranormaux en France et plus tard à l'étranger, des phénomènes paranormaux qui inquiètent Galaxity, parce qu'ils perturbent le continuum spatio-temporel. Donc on envoie une équipe enquêter sur place. En fait, l'équipe, c'est Valérian, qui va travailler avec le correspondant local, Monsieur Albert, qui va devenir un personnage récurrent, là aussi. Et en même temps, bah, Laureline, quant à elle, enquête dans le futur, dans la galaxie du futur, pour essayer de découvrir qui est à l'origine de ces perturbations qui touchent le XXe siècle et qui risquent de provoquer la destruction de la Terre du XXe siècle et par voie de conséquence de Galaxity. Alors, ici, si vous voulez, les auteurs évoquent un petit peu la presse à sensation de l'époque. Hein. Je vous rappelle, c'est la grande période de Jean-Claude Bourret avec nos amis les petits hommes verts. Donc, les soucoupes volantes sont à la mode et d'ailleurs, les auteurs adressent un clin d'œil à ce contexte en représentant ici, dans ce coin, un des vaisseaux de Galaxity photographié par un reporter terrien. Et on se dit, voilà, les soucoupes volantes débarquent, d'où viennent ces extraterrestres? Alors il y a différentes manifestations paranormales, un golem, un dragon, une vouivre, et tout ce petit monde va réapparaître pour s'affronter à New York City, dans le deuxième album. Pendant ce temps-là, Laureline a réussi à déterminer qui est à l'origine de ces perturbations. Alors, convient de signaler deux choses. C'est que dans cette histoire, Valérian apparaît comme un héros sexué. En effet, il mène une enquête, et dans l'histoire, eh bien, il se fait tourner la tête par une intrigante, hein, qui en fait couche avec lui, parce que
les gens qui l'emploient se doutent qu'il est un enquêteur, mais ils veulent savoir pour qui il enquête. Et Laureline n'apprécie pas du tout que Valérian découche. Donc il se fait sonner les cloches télépathiquement parce que les deux personnages, alors c'est une astuce de scénario, les deux personnages sont en contact à travers l'espace et le temps par télépathie. Et pour lui rendre la monnaie de sa pièce, eh bien Laureline, qui a identifié les deux énergumènes qui sont à l'origine des événements, elle va user de ses charmes. Hein, parce qu'en fait, si on était dans une bande dessinée américaine, derrière cette histoire, il y aurait un vaste complot galactique avec des grandes puissances, ce serait Thanos, ce serait Darkseid, ce serait Galactus, ce serait des grandes puissances cosmiques. Et là, en fait, à l'origine, on a deux traînes patins, deux espèces de crapules. Alors tout à l'heure, j'ai vu que la dame citait Arthur C. Clarke en disant qu'une technologie avancée peut ressembler à la magie. Et là, justement, ces individus, pour s'approprier cette technologie qu'ils contrevendent à la Terre du XXe siècle, en se foutant pas mal des conséquences, eh bien, ils se sont fait passer pour des dieux auprès des boueurs de l'espace, et ils leur ont piqué, en fait, leur trésor, et ils comptent les revendre à la Terre du XXe siècle. Et dans cette histoire, si le péril extraterrestre est écarté, on a quand même des multinationales qui sont très intéressées par ces développements, que ce soit dans le domaine de l'énergie atomique ou de la biotechnologie, et qui voudraient bien développer cette technologie, quitte à foutre en l'air la planète, parce que ce qui compte, c'est le pognon. Voilà. Et dans les dernières pages, alors assez rapidement, on a l'impression que les auteurs sont rappelés que bon sang, on est en 81, l'échéance approche. Et donc, on nous rajoute quelques allusions sur deux puissances cosmiques, Ipsis et Rubenis, qui semblent observer de près ce qui se passe sur la Terre. En fait, ils posent les jalons du prochain diptyque et ils s'apprêtent en fait à aborder le fameux tournant de 1986. Hein. C'est-à-dire, est-ce que la Terre, telle qu'on la connaît, va être détruite? Et si elle n'est pas détruite, eh bien, est-ce que Galaxity pourra exister? Et c'est le thème du deuxième diptyque, les spectres d'Inverloch, les foudres d'Ipsis, où justement, Galaxity est en train de disparaître dans des espèces de limbes de l'espace, parce que son existence est compromise. Il se produit à nouveau des phénomènes inquiétants sur Terre. Alors cette fois-ci, c'est Valérian qui enquête dans la galaxie du futur, et c'est Laureline qui est présente sur Terre. On va retrouver les Chingouzes, on va retrouver également Monsieur Albert, on va retrouver donc des personnages qui sont apparus dans les albums précédents, on va retrouver des extraterrestres sympathiques, mais en fait, le problème, c'est que les spectres d'Inverloch est très réussi, on a beaucoup d'attentes, et dans les foudres d'Ipsis, c'est un point de vue personnel, mais on a l'impression que la résolution fait un peu pchit. En fait, personnellement, je dirais qu'on nous a refait Métro Châtelet, mais en moins bien. Alors, je développe. Hein. On a effectivement des phénomènes qui se produisent sur Terre, alors, avec quelques petits clins d'œil aux activités parallèles de Pierre Christin. Dans le bloc de l'Est, donc, il y a eu des changements radicaux et sanglants. En fait, c'est une allusion à un album de Pierre Christin qui s'appelle La partie de chasse et qui était dessiné par Enki Bilal. Et dans cet album, on a vu l'annonce de la perestroïka. Donc, Christin est également scénariste et il fait un petit clin d'œil à cette histoire, mais dans la première partie, effectivement, il se passe des événements à l'Est, des événements à l'Ouest. Il y a des complots, des piratages atomiques qui échouent. Derrière, il y a des puissances extraterrestres. Et alors, il y a une allusion à E.T. On retrouve aussi un Snoopy, enfin une figurine de Snoopy qui contient un appareil qui a tourné la tête d'un responsable politique. Des petites choses comme ça. Alors, je précise, Snoopy, c'est un personnage auquel Christin est attaché, puisqu'au début, ses scénarios, il les signait du pseudonyme Linus. Et Linus, c'est un personnage de la bande dessinée où apparaît Snoopy. C'est un petit garçon avec sa serviette qui ne veut pas grandir. Et en fait, le chef du service spatio-temporel vient lui-même
sur la Terre du XXe siècle pour essayer en fait de stimuler Valérian. Hein, parce que le personnage, quand on lui parle de New York 86, qu'est-ce qu'il voit? Il a des visions de la cité des eaux mouvantes, c'est-à-dire la destruction des grandes cités par des raz-de-marée. Et donc, voilà, on a une activité extraterrestre qui semble modifier le cours des événements au XXe siècle, mais le problème, c'est que de cette catastrophe sortira Galaxity. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on empêche la catastrophe? Et donc, à ce moment-là, Galaxity n'existera pas, ou est-ce qu'on la laisse se produire? Et dans ce cas-là, on n'est pas sûr que Galaxity sorte des décombres. Parce que comme il y a cette interférence extraterrestre, est-ce que c'est pas tout simplement la civilisation qui va disparaître, corps et bien, la planète qui va être détruite? Et derrière cela, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve? Ni plus ni moins que la Sainte Trinité. C'est paru chez Dargaud, hein, qui avait la réputation d'être une maison ultra-catho à l'époque. Et donc on voit la Sainte Trinité qui est représentée par Dieu le Père avec, dans le rôle, Orson Welles. L'Orson Welles que l'on voyait dans La Soif du Mal, hein, Killan, le flic corrompu. Alors là, il est tout aussi... c'est le même personnage hein, qu'on imagine, avec ses côtés ivrognes et son hygiène douteuse. Jésus est un hippie, mais ça Johnny nous l'avait dit. Et le Saint-Esprit, c'est un bandit manchot, c'est-à-dire une machine à sous, hein, qui se prend des grosses baffes de la part de Dieu le Père. Et en fait, on retrouve les traînes patins d'espace, parce que ce sont des habitants de la planète Ipsis, et eux, ils passent pour des jobards parmi toutes les familles qui règnent sur Ipsis, parce qu'ils ont hérité du système terrien qui leur rapporte que dalle. Alors, comme ils sont très jaloux de leurs voisins qui ont des systèmes qui leur rapportent énormément d'impôts, ils ont l'intention de provoquer la destruction de la civilisation humaine, hein, pour pouvoir ensuite eh bien, espérer qu'elle redémarre à zéro et qu'elle devienne une affaire rentable. Sauf que Valérian et Laureline leur disent, mais si vous détruisez la civilisation actuelle, c'est Galaxity qui va apparaître à la place. C'est-à-dire une grande puissance galactique qui règne sur le temps et sur l'espace. Et vous, finalement, vous ne serez pas mieux lotis parce que vous allez être à nouveau marginalisés. Et c'est ce qui va décider justement la trilogie 1, 2, 3, la Trinité d'Ipsis a annulé son plan. Et alors du coup, il n'y a plus de Galaxity. Galaxity s'efface, mais Valérian, Laureline et leur vaisseau restent là. Et on se retrouve donc, je reviens à mon schéma, dans cette situation, il y a une bifurcation, et à partir de là, en fait, la série va perdre du tonus, parce qu'il va lui manquer une direction. Quand on avait Valérian à l'agence spatio-temporelle, on avait un cadre. Là, on a l'impression que les auteurs se cherchent. Il faut voir aussi qu'ils commencent à avoir un certain âge, qu'ils ont déjà beaucoup travaillé sur Valérian, qu'ils sont sollicités par d'autres projets. Mais il y a par exemple, en 86, ils travaillent sur le projet d'adaptation germano-allemand d'un roman des frères Strugatsky qui s'appelle Hard to be a God. Et à ce moment-là, en fait, il a failli se retrouver en Ukraine au moment de Tchernobyl. Alors on aura des albums qui sont plus ou moins intéressants. Par exemple, Sur les frontières, je trouve que c'est un album qui transmet bien cette atmosphère qu'on avait au début des années 90, quand on voyait le bloc de l'Est s'effilocher, et on se retrouvait dans une espèce d'après qui n'était pas très bien défini. Et surtout, il traite d'un phénomène qui intéressait beaucoup nos services militaires et nos services de renseignement, c'est la diffusion des armes nucléaires. Parce que Sur les frontières, il y a un agent du service spatio-temporel qui s'appelle Jarl, qui a échappé à l'effacement et qui veut provoquer sur Terre une catastrophe nucléaire afin que, plus tard, Galaxity renaisse des cendres. Et donc, c'est une histoire qui est assez bien menée,
Et dans l'atmosphère, il y a bien cette impression qu'on avait d'être dans un entre-deux. Dans Les Armes Vivantes, ben, on va retrouver l'idée, le leitmotiv de la série, c'est-à-dire des êtres biologiques qui développent des capacités qui font d'eux des armes vivantes. Bon, l'album est sympathique, mais franchement, sympathique, mais sans plus. Puis on aura les cercles du pouvoir. Et dans les cercles du pouvoir, tiens, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître cette espèce de véhicule. Parce qu'entre-temps, au moment où il travaille sur l'album, Mézières est contacté par un jeune cinéaste plein d'avenir, qu'on appellera Luc B, qui lui dit « Georges Lucas vous a tout piqué, travaillez pour moi et je vous paye ». Et il travaille sur un projet qui s'appelle Zaltman Bleros. Et donc déjà, alors, quand un producteur français veut réaliser un film de science-fiction français, les gens diraient, en plus il s'appelle Zaltman Bleros, le projet, donc on dit oui, il va au casse-pipe. Et effectivement, le film va entrer en sommeil pendant un certain temps, mais l'influence de Mézières va apparaître parce que Besson va voir les dessins de Mézières pour les cercles du pouvoir et se dit « Ah ouais, plutôt qu'une fabrique de fusées, si le héros, ben, il conduisait un taxi volant. » Et donc son projet va aboutir quelques années plus tard, c'est le 5e élément. Ça aura quand même retardé un petit peu l'album Les cercles du pouvoir, qui se déroule sur Rubanis et qui nous décrit quand même une société assez étrange, puisque c'est une société apparemment où le pouvoir central ne répond plus, comme s'il y avait une espèce d'anarchie qui s'était installée à la tête de l'État, où finalement le monde est secoué en permanence par des attentats terroristes et des krachs boursiers, et où les gens sont crétinisés par un virus qui s'appelle le virus de Skunindar et qui se diffuse par les écrans. Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Est-ce qu'ils essayent de nous dire quelque chose? Je me pose la question. Alors au passage, un petit clin d'œil à Luc Besson qui apparaît sur un avis de recherche, sûrement mis à prix par les cahiers du cinéma ou par Télérama. Ensuite, eh bien, bon, les albums se suivent. Personnellement, je dois dire qu'à cette époque, j'ai trouvé que la série commençait à marquer le coup. On a Otage de l'Ultralhomme qui est assez intéressant parce qu'en fait, dans Otage de l'Ultralhomme, on a un récit de gens qui prennent en otage le fils d'un émir qui s'enrichit parce qu'il a le monopole de la production de l'Ultralhomme, qui est un carburant qui sert à voyager dans le temps et l'espace. Un petit peu comme il y a des pétromonarchies qui ont tendance à dicter la conduite aux différents états de la Terre. Eh bien, là, c'est ceux qui contrôlent l'Ultralhomme, eh bien, ils contrôlent le point central et donc l'univers. L'Orphelin des Astres, c'est quelque part aussi une critique du système hollywoodien, parce que les deux auteurs en ont tâté. Alors, je n'ai pas trop le temps d'entrer dans les détails, mais à cette époque-là, ils essayent de faire adapter Valérian à l'écran, et ils essuient échec sur échec. Chaque fois, on a un projet qui est élaboré, mais il n'aboutit pas. Par des temps incertains, justement, est une tournure intéressante, parce que là, on va voir réapparaître l'idée de Galaxity. Galaxity existe. Et en fait, cela est révélé parce que sur Terre, on commence à développer les biotechnologies. On est au début des années 2000, on se rappelle l'Abrobitoli, hein, et donc on a une multinationale terrienne qui commence à fabriquer des dieux en éprouvettes. Mais ça ne plaît pas à la Trinité d'Ipsis, parce qu'eux, ils tiennent à avoir le monopole de la divinité. Et derrière, il y a Satan, hein, c'est-à-dire un ancien d'Ipsis qui, parce qu'il a perdu en fait toute influence, il s'est retrouvé relégué dans les bas-fonds de Point Central, qui a l'intention de prendre le contrôle de la multinationale et en fait de revenir dans le jeu et d'une certaine manière de remettre en question la primauté d'Ipsis sur Terre. Alors, Valérian et Laureline vont se retrouver donc embringués dans cette histoire. On trouve à nouveau les Chingouzes, on trouve à nouveau Monsieur Albert, mais aussi on va retrouver d'autres personnages, c'est-à-dire Schröder et Sonneray, qu'on avait vus dans les tout premiers albums,
et qui, comme il n'y a pas eu la catastrophe de 86, eh bien ont continué leur vie sur notre planète et ont connu une évolution différente de celle qu'on leur connaissait. Bien sûr, il y a la Trinité d'Ipsis qui va réapparaître avec un clin d'œil quand même au plafond de la chapelle Sixtine. Hein, et effectivement, il va y avoir un deal. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'autorité d'Ipsis sur Terre n'est pas remise en cause, mais Satan va pouvoir reprendre le contrôle de la multinationale. Alors Satan apparaît comme un ange déchu, mais pas comme un être fondamentalement mauvais, mais combinard, ça c'est sûr. Et en même temps, eh bien, Dieu va révéler l'existence de Galaxity, qui serait au cœur d'un trou noir, ce qui va nous entraîner vers le dernier cycle, donc un cycle qu'on appelle le cycle des pierres. Hein. Vous êtes ici. Hein. Alors, au passage, par des temps incertains, sort, j'ai dit en 2000 tout à l'heure, en fait c'est en 2001. Et au début de l'album, on voit un building scalpé par une explosion. 11 septembre, quelques temps plus tard. Voilà. On a le chic, hein. Voilà, on a le chic quand même pour prédire des trucs, hein, sans le faire exprès. Donc on a ce dernier cycle qu'on appelle le cycle des pierres, et qui va clore en fait le cycle de Valérian, au bord du Grand Rien. Donc le Grand Rien, c'est cette espèce de trou noir qui semble retenir Galaxity. Nos héros vont partir explorer le Grand Rien, et dans l'ordre des pierres, ils vont se retrouver confrontés aux Voloques, des espèces de grands monolithes noirs, qui remontent le temps et l'espace pour écraser toute civilisation. Mais littéralement, hein, eux quand ils écrasent tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se posent, ils écrasent les gens, et de la même façon, ils annulent les civilisations. Et dans le dernier album, L'Ouvre-temps, en fait, on va retrouver un petit peu comme un rappel, hein, pour la générale, enfin pardon, pour la dernière, une grande pièce. On va retrouver un peu tous les personnages qu'on a vus dans les différents albums qui vont s'allier soit pour repousser les Voloques, ou au contraire vont aller dans le sens des Voloques parce qu'ils espèrent ensuite, comme ils se seront comportés en bons satrapes, obtenir une récompense. Voilà. Alors à l'issue de l'Ouvre-temps, en fait, on arrive à écarter le péril des Voloques. Galaxity réapparaît sur Terre, elle existe de nouveau, la Terre du futur existe de nouveau, et elle a le look qu'elle avait dans les années 60. Pas ce look qu'on a vu dans les années 80, où le directeur du service spatio-temporel semblait avoir été dessiné par Bruyé un petit peu. Donc, la Terre réapparaît, mais du coup, Valérian et Laureline ne se reconnaissent plus dans cette Terre, qui est un système qui est trop régi par l'utilité, par l'exactitude, et ils ne sont pas à l'aise. Et il y a un homme qui va leur permettre d'échapper à ce destin, hein, à cette société trop rigide. C'est Xambul qui est revenu à la vie, et qui n'est plus du tout le même personnage. C'est quelqu'un qui est apaisé, qui est plutôt bienveillant, avec qui il se découvre des points communs, et qui les renvoie sur Terre, mais, spoiler, bouchez-vous les oreilles, pas au même âge. Ils sont plus jeunes, et ils vont pouvoir amorcer un nouveau départ. Et donc, cette histoire se termine. Alors, quand on lit ça, en tant que lecteur, on a un petit pincement, parce que c'est vrai que même si les derniers albums, ils étaient moins prenants, eh ben, on dit au revoir à des personnages qui nous ont accompagnés, avec qui on a grandi, quoi. Et alors, c'est une histoire qui est très chouette, enfin, sur sa conclusion, mais pour autant, c'est difficile de lâcher une série comme ça, parce que bien sûr, les auteurs sont tellement impliqués qu'il y a deux là-dedans. Et on ne lâche pas son bébé comme ça. Et finalement, donc, il y aura un premier album réalisé par Manu Larsenet qui va reprendre la franchise, hein, parce qu'on est en train de créer une franchise Valérian. Et c'est l'Armure du Jacolas. Alors c'est un récit à la Larsenet, c'est bidonnant, hein, c'est vraiment très drôle. C'est complètement en rupture avec la continuité du précédent album, parce qu'on retrouve les personnages, mais pas au stade où on les avait laissés.
Et donc c'est très sympa. Et en fait, quelque part, eh ben, ça permet de continuer l'histoire, mais avec des auteurs différents. Donc vous avez peut-être vu tout à l'heure dans la grande salle, il y a un nouvel album qui vient de sortir, hein, avec un scénario de Wilfried Dupano et des dessins de Mathieu Laufray. Alors pour la petite histoire, Mathieu Laufray, c'est quelqu'un qui a travaillé sur les couleurs Valérien. À un moment donné, les auteurs étaient charrettes, comme on dit, et il est venu donner un coup de main. Mézières et Christin le connaissent très bien et lui ont proposé de reprendre le dessin de Valérian. Et Wilfried Dupano, c'est le scénariste d'une série qui a très bien démarré, qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, et qui est très bien. Et vraiment, bon, alors j'ai lu l'album, je l'ai lu qu'une fois, mais personnellement, je dis très bon. Avec des problématiques qui sont nos problématiques contemporaines, comme on retrouvait dans Valérian. Hein. On vous raconte un récit space opéra, mais en fait c'est des problématiques tout à fait contemporaines qu'on aborde. Et bien là, c'est assez savoureux parce qu'en même temps qu'on vous parle de récit space opéra, de l'exploitation de l'image d'une personne qu'on peut dupliquer, et on ne va pas dupliquer que l'image, on va en faire un clone qu'on va pouvoir vendre en différents exemplaires, en différentes formules. Enfin bref, c'est une marchandisation, une objectivisation, enfin une objectification, comme on dit là, quand on rend les personnes des objets, je ne sais plus. Objectification. Réification, voilà. Une réification des personnes, de la femme en l'occurrence, qu'on va multiplier et adapter suivant les fantasmes des éventuels clients. Et c'est vachement drôle. C'est super bien dessiné, en plus, bon c'est dans le style de Laufray, qui est un super bon dessinateur. Alors si vous n'avez pas lu sa version de Long John Silver, c'est à découvrir, c'est hyper sympa. Et ça redonne du tonus, une nouvelle ouverture à notre série préférée. Et en même temps, comme dirait le président Macron, on a souvenir de futur, c'est-à-dire des petites histoires qui sont réalisées par les auteurs à partir d'illustrations qu'avait réalisées Jean-Claude Mézières, et autour desquelles eh bien, ils imaginent un petit segment d'histoire de Valérian qui approfondissent un peu l'univers. Parce que c'est difficile de dire au revoir à ces personnages. Alors, Valérian a connu une première adaptation en 2006 en dessin animé. C'était EuropaCorp, la firme de Luc Besson déjà, qui était à l'œuvre. Alors, la série en elle-même n'a rien de honteux. Hein. C'est-à-dire, sur le plan technique et sur le plan graphique, il n'y a rien à dire. C'est tout à fait dans la norme des séries télévisées d'animation qu'on a sans problème. On peut mettre ça en face des séries japonaises ou américaines. Sur le plan d'animation et technique, j'entends bien. Sur le plan du scénario, par contre, il y a un petit problème. Le problème, c'est que ça ne va pas attirer les lecteurs de Valérian parce qu'ils ne vont pas retrouver leur personnage. Parce que Valérian est rajeuni. Hein. C'est une espèce d'ado immature. Or, Valérian, c'est pas ça. C'est un adulte, un jeune adulte, bon, il a ses failles, mais c'est pas un adolescent, quoi. Laureline, bien sûr, c'est la tête. D'accord. Et tout cet univers, bah, en fait, il est inspiré de l'univers de Valérian, mais c'est pas l'univers de Valérian. Les créateurs du dessin animé le disent, on s'est servi de la bande dessinée comme d'une caisse à outils. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Besson pour le film. C'est-à-dire on a puisé des éléments, on en a laissé d'autres. Donc c'est pas la transposition de l'univers Valérian en dessin animé. Les scénarios, bon, sont plus ou moins réussis. Il y en a de très bons qui introduisent un personnage dont je n'ai pas parlé, qui est une arme vivante, qui s'appelle le Schnierfer. Le Schnierfer, c'est une espèce de petit bonhomme qui crache littéralement de la bile corrosive, hein, et qu'on peut rendre, alors il est complètement irascible, hein, il est monstrueux, mais il devient complètement soumis et domestiqué quand on lui ligature une glande qui a sur la tête qui s'appelle la glande chabounale. À ce moment-là, il devient le plus sympathique des convives. Mais le reste du temps, une fois qu'on le dégoupille, alors ça devient une espèce de petit gremlins. Voilà. Et l'épisode qu'il met en scène, quelque part, bah, c'est le Schnierfer tel qu'on l'a dans les albums de Valérian. Pour le reste, bah, ça vaut pas Cowboy Bebop. Et puis il y a un souci quand même, personnellement,
sur le plan de l'esthétique, c'est le fait qu'on mélange de façon peu harmonieuse des incrustations 3D avec de l'animation traditionnelle. Pour les vaisseaux, c'est pas gênant, mais il y a une race d'extraterrestres qui a été créée pour la série. Bon, techniquement, comment dire, ils sont pas très beaux parce que ça ressemble à la fois à des insectes et des méduses, une espèce de croisement. Et puis enfin, ces personnages, personnellement, je les trouve pas enthousiasmants ni vraiment inquiétants. Voilà. Alors sinon, il y a le film de Besson qui est sorti. Voilà. Alors, bon, c'est le plus gros budget du cinéma français à ce jour. Voilà. C'est un super film de science-fiction. Si on dit que c'est le film de space opéra le plus réussi du cinéma français, on ne prend pas de risque parce qu'il y en a que deux. Et c'est Besson qui a fait les deux. Bon, alors comment dire, est-ce que c'est un bon film? Moi j'ai un critère très simple. Si je regarde pas ma montre pendant la projection, c'est que je m'emmerde pas, donc pour moi c'est un bon film. J'ai pas regardé la montre pendant la projection. Sur le plan visuel, c'est une tuerie. Hein? Il y a beaucoup de gens qui critiquent le film, jamais ils ne critiquent le visuel. Sur le plan du scénario, le petit souci, c'est qu'en fait on a deux films en un. On a une première partie qui est de la pure invention, du pur Besson, et qui est très imaginative, et une deuxième partie où il a voulu nous refaire l'ambassadeur des ombres, mais en prenant que certaines parties de l'histoire. Et à mon avis, c'est là où ça pêche, parce que autant le scénario de Christin avait une cohérence, avec des enjeux identifiés, et se suivait sans problème, autant là, c'est plus difficile. Parce que on est un petit peu perdu, quels sont véritablement les enjeux, si c'est découvrir l'identité du grand méchant, à moins d'être un petit peu lent d'esprit, on nous a tout expliqué dès le début, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Hein. Malgré tout, visuellement, c'est super chouette, quoi. Et puis, c'est vrai, ça n'a pas marché aux États-Unis, mais il ne faut pas s'étonner. Vous croyez quand même pas que les Américains, surtout avec des grandes compagnies de cinéma qui ont leur propre réseau de distribution, vont laisser des gens venir les concurrencer. Ah oui, parce que la concurrence libre et non faussée, c'est super chouette, mais en Europe, hein, pas aux États-Unis. Les États-Unis sont très protectionnistes et ils savent défendre leurs intérêts. Donc, quand Valérian vient de se pointer entre deux Marvel ou deux DC, on ne va pas lui faire de place. Donc c'est normal qu'il soit planté aux États-Unis. Puis aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la bande dessinée Valérian. Qui la connaît chez nous, déjà, hein? Parce que c'est vrai que le problème avec la bande dessinée franco-belge, quand on sort un album tous les ans, c'est déjà difficile de fidéliser. C'est plus du tout adapté à nos rythmes de lecture. Mais alors, quand on sort un album tous les 2-3 ans, c'est sûr que les gens oublient. Bah oui, c'est comme ça. Et donc, le film, souvent on me dit, il y a 40 minutes qui sont très réussies, mais le reste... Je dis, mon bonhomme, trouve-moi des films français où on peut dire qu'il y a déjà 40 minutes qui sont super réussis, hein, parce que déjà ça va déjà limiter pas mal. Et puis, c'est de la science-fiction. Alors le problème, c'est qu'on aurait bien aimé que ce soit enfin le raz-de-marée qui allait pousser le cinéma français à se bouger enfin les fesses. Parce que je rappelle que dans les années 80, le plus gros budget du cinéma français, c'était Force Sagan. Et on sentait bien que le désert était vaste et qu'il s'y passait pas grand-chose. Et là, au moins, il se passe des trucs. Alors, bien sûr, on aurait aimé que ça bouleverse tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Valérian, et en même temps, on ne va pas taper sur Valérian. Pourquoi? Parce que, déjà, on aimerait avoir d'autres films comme ça. Hein, et, d'autre part, quand même, on n'a pas passé un mauvais moment. Bien sûr, on est un peu frustré parce que c'est pas nos Valérian et notre Laureline. C'est vrai que quand on voit ce garçon, qui n'est pas mauvais acteur du tout, hein, mais c'est vrai qu'il fait un peu jeune pour le rôle. Et puis, un Valérian coureur de jupons, c'est pas le personnage. Oui, il est un peu infidèle. Hein, c'est un mec. Faut pas attendre des merveilles. Mais, pour autant, c'est pas non plus un coureur de jupons invétéré. C'est pas un Don Juan. Et quant à Laureline,
bah, à aucun moment on fait allusion à ses origines, mais ça c'est un petit peu normal. Beaucoup de gens qui disent, ah bah oui, on a bien vu, ça s'appelle Valérian, agent spatio-temporel. On voit bien le spatial, mais où est-ce qu'il est le temporel? Ah, c'est vrai que si en plus il fallait intégrer encore une séquence où on montre Valérian voyager dans le temps, ça aurait rallongé davantage le film et ça lui aurait donné encore moins de cohérence. Bon, bah, il fallait jouer avec ça. Hein. C'est vrai que Valérian, agent spatio-temporel, bah, c'est le titre de la série. Mais dans cette histoire, bah, on voit surtout le spatial. On ne voit que le spatial. Mais bon, pour autant, personnellement, moi, j'ai pas regretté les sous que j'ai dépensés pour aller le voir et j'ai pas eu le sentiment de perdre mon temps. Ensuite, est-ce qu'il y aura un deuxième volet? Peut-être, mais pas aussi cher, à mon avis. Parce que la franchise, quand même, c'est pas gagné. Ça a très bien marché, apparemment, en Chine, enfin, les premières semaines. Aux États-Unis, pas du tout, et très bien en France. Mais c'est un film très cher. Donc, est-ce que les investisseurs voudront remettre au pot? C'est pas sûr, parce qu'un film de cette nature, il faut pouvoir l'amortir dans le monde entier. Donc voilà. Alors, Valérian, bah, Christin et Mézières l'aiment beaucoup, mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que ça fait des années qu'ils attendaient de porter Valérian à l'écran. Alors, même si c'est pas quelque chose de parfait, mais qu'est-ce qui est parfait? Ça a le mérite d'exister. Et puis si ça ne plaît pas aux critiques du Masque et la Plume, c'est pas grave. Parce que pour savoir vraiment ce qui leur plaît, voilà. Oui, ouais. Une question du petit... Non? C'est fini? Non, je voulais répondre. Ouais. Oui? Non, parce que j'ai largement débordé là. Hein. Il faut dire que déjà on était charrette dès le départ parce qu'on n'arrivait pas à démarrer l'ordinateur. Voilà, qui date d'avant Lock City. Oui, je t'entends. Oui, alors là, c'était pour prendre la défense du Masque et la Plume, parce que je l'ai écouté, effectivement, l'émission, il parlait de Valérian. Ils en ont dit du bien? Oui, ils en ont dit du bien. Oui, il y en a. Alors là, ça me casse le fondement. Non, mais franchement, globalement, c'était plutôt positif. Punaise. Ouais. Punaise, mais alors, rassure-moi, Télérama, ils l'ont descendu au moins. Je me fais Télérama. Non, parce que, écoute, tu te rends compte le bouleversement que tu crées chez moi? Non, mais Télérama ne regarde pas les films qui critiquent. Ah oui, bah écoute, t'es marrant, parce qu'il faut en plus se fader le film qu'on critique, tu rigoles. Donc, non, le Masque et la Plume, ils ont été super sur celui-là. Ah bah punaise, parce que je peux te dire que moi je les ai entendus sur X-Men, où ils cherchaient la petite bête, les rivières pourpres, enfin. Bon, c'était Festival de mauvaise foi. Alors là, tu vois, autant pour moi. Alors le Masque et la Plume, pour une fois, ils ont été bien. Ouais, ils vont se rattraper, ils vont nous faire un truc là. C'est pas possible. Et t'es pas trop lent, vous n'êtes pas trop ennuyé? Bon, alors, on la garde quand même alors. Cette conférence. Voilà. Bon, bah merci.